Bonjour, alors je reviens vers vous aujourd'hui pour voir ensemble le chapitre intitulé Le comportement humain au sein des organisations. Alors, l'objectif de ce cours est de comprendre le comportement des employés dans l'entreprise, d'une part, et d'autre part, d'identifier l'élément qui influence le comportement. Nous savons tous que les organisations utilisent toutes leurs ressources pour atteindre leurs objectifs, pour croître, pour changer. Donc une utilisation efficace et efficiente facilitera tout cela, et spécialement lorsqu'il s'agit de la ressource humaine. Alors cette ressource est plus difficile à gérer que les autres, c'est-à-dire comme les machines, les matières. Alors les femmes et les hommes qui travaillent dans une organisation font partie d'un système social interne, font partie de petits groupes, de grands groupes, de groupes formels ou informels, des groupes d'appartenance, des groupes de référence, etc. Alors, chaque groupe est constitué de personnes qui sont interdépendantes et interactives. Il en est de même pour les groupes entre eux. Par exemple, si on fait référence au département, au service, etc. Alors, comprendre le comportement des humains au sein de l'organisation est la tâche du département de la ressource humaine. Alors, comprendre pour mettre en place des stratégies pour améliorer la productivité, améliorer l'environnement où évolue l'employé, afin que ses besoins soient satisfaits. Alors avant de poursuivre, nous allons poser quelques définitions donc pour se mettre d'accord sur le terme qu'est le comportement humain. Le comportement humain est un terme qui a été introduit en psychologie française en 1908 par Henri Piron comme équivalent du terme anglais behavior. Le comportement, donc, il est défini comme l'ensemble des réactions observables exprimées par l'être humain et déterminées par sa culture, ses émotions, ses valeurs et même par sa génétique. Le comportement peut être spontané ou façonné, instinctif ou social, habituel ou occasionnel. Alors déjà à ce niveau-là, j'aimerais que vous repreniez cette définition et que vous essayiez de déterminer dans quelle mesure justement le comportement peut être façonné par ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire par les émotions, les valeurs, etc. Voilà. Le comportement dans l'organisation est l'ensemble des attitudes des personnes au sein de l'organisation qui va permettre de contribuer à l'augmentation ou à la diminution de la productivité et de l'efficacité. Alors, on va voir dans ce qui suit ce qu'induit l'égalité et le respect de la différence donc sur le comportement. Alors, les femmes et les hommes qui travaillent dans une organisation aiment être traités avec égalité et sans discrimination. Alors, traitement égalitaire ne signifie pas qu'ils souhaitent être mis dans un ensemble sans qu'on puisse distinguer leur singularité. Alors, pour comprendre ce que je viens de dire, si je vous traite de troupeau d'étudiants, de troupeau de femmes ou de troupeau d'employés, ça ne vous plaira pas. Car en fait, dans notre mental, ça fait référence à un ensemble d'individus non différenciés. Maintenant, si vous prenez connaissance de la définition donnée par le Larousse et qui dit que le troupeau est un ensemble d'animaux d'une même espèce, ben, est-ce que nous sommes des animaux? Oui. De même espèce? Certainement. Si je vous dis encore une fois troupeau d'étudiants, etc., ça ne vous plaît toujours pas. Alors que vu la définition, je ne vous insulte aucunement. Alors, dans notre mental, nous avons associé la notion de troupeau aux animaux autres que humains. Ce terme, en fait, il évoque un groupe d'animaux semblables et non différenciés, dont le comportement est calqué sur les autres, dont le comportement est passif. Bien sûr, nous avons tort.
sur ce principe. Les animaux sont aussi différents les uns que les autres, comme peuvent être les humains. Alors, nous voulons faire en fait transparaître notre unicité à travers cette notion. Oui, nous sommes des êtres uniques, uniques par notre histoire, uniques par notre personnalité. Nous sommes nés, bien entendu, avec un patrimoine génétique, mais ce patrimoine génétique n'est pas le seul à déterminer ce que nous sommes. Et d'ailleurs, les chercheurs ont observé souvent que le patrimoine génétique changeait aussi durant une vie. Mais aussi nos expériences et nos interactions modifient nos chaînes de pensée et nos comportements. Et d'ailleurs, même si vous prenez deux jumeaux homozygotes, ben, ils ont des parcours de vie différents. Ils n'ont pas rencontré les mêmes personnes, ils n'ont pas interagi de la même manière, ils se distinguent grâce à ces expériences en grandissant, parce que chaque action menée par un individu transforme sa personnalité et sa structure nerveuse. Pour bien comprendre ce changement, une expérience a été menée par des chercheurs sur des souris homozygotes très jeunes. Elles ont été mises en cage dans des cages ouvertes. Au début de l'expérience, leur comportement était similaire. Au bout de 3 mois, elles se distinguaient par leur comportement. Certaines restaient près de la cage, d'autres s'aventuraient. Et des études physiologiques sur ces souris ont montré que l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire, donc l'hippocampe de ces souris aventurières, était plus développé. Leur densité neuronale était plus importante. Donc en fait, on voit que notre comportement va influer notre physiologie et par la suite, notre physiologie va aussi pouvoir influer notre comportement. Alors revenons à notre unicité. Nous nous sentons différents, même si nous ne savons pas comment exprimer notre unicité. Nous voulons être considérés comme différents, uniques. Alors je vous présenterai par la suite une vidéo concernant la personne versus l'individu. D'autre part, plus nous agissons, plus nous développons nos structures nerveuses et plus nous développons nos possibilités à être uniques. Puis ça va sembler contradictoire par rapport à ce que je viens de dire. Nous voulons être considérés uniques, mais aussi ne pas subir de discrimination. Nous voulons être traités avec égalité. Alors au niveau démographique, nous pouvons observer que notre comportement risque de ne pas être le même suivant que nous sommes une femme ou un homme, suivant que nous sommes jeunes ou âgés, suivant que nous sommes faibles physiquement ou forts, suivant la catégorie sociale à laquelle nous appartenons, l'ethnie à laquelle nous appartenons également. Alors, il en est de même pour nos capacités intellectuelles. Notre formation va faire que nous nous comportons d'une certaine manière, notre personnalité, nos valeurs, notre éducation, notre intelligence émotionnelle, notre forme d'intelligence, etc., vont orienter notre comportement. Donc, le comportement des personnes dans une organisation est corrélé avec la personne elle-même, comme nous venons de le voir, mais pas seulement. Il y a aussi la relation avec la tâche, avec l'environnement et avec l'organisation elle-même. Pour revoir la relation avec l'individu lui-même, on va prendre l'exemple, par exemple, du stress. Tout le monde en parle, tout le monde est stressé à un moment donné, mais si toutes les femmes et tous les hommes sont vulnérables face au stress, ils n'en sont pas égaux. Le stress est une réaction adaptive d'un organisme pour pouvoir continuer à vivre et donc va induire un comportement particulier d'un individu à l'autre. Les conséquences du stress sont connues, elles sont répertoriées. Donc c'est l'action-fuite ou bien la sidération. Par contre, le type d'action ou le type de fuite ne sont pas répertoriés. L'action pour les uns, ce sera de crier, pour d'autres, c'est travailler plus, etc. Donc la fuite va pouvoir s'exprimer par faire semblant, éviter la responsabilité, s'absenter et ainsi de suite.
Alors, les croyances d'un individu vont aussi modifier son comportement, aussi sa façon de se mettre en relation, sa personnalité. Alors, suivant qu'il a une personnalité ouverte à tout ce qui est nouveau, à tout ce qui est à l'expérience, suivant qu'il est extraverti ou introverti, suivant son intégrité, sa stabilité émotionnelle, les comportements ne seront pas les mêmes. Alors, les problèmes personnels également, les problèmes personnels, familiaux, ou bien même une dépression ont également une importance dans le comportement. Maintenant, en relation avec la tâche, certaines tâches très routinières ou peu stimulantes peuvent être à l'origine d'un comportement particulier. En général, la routine donne une certaine forme d'ennui et perturbe l'attention comme si le cerveau se taisait. Il n'y a plus besoin d'être vigilant. Les individus créatifs, quant à eux, ne supportent pas du tout la routine, la redondance. Les conformistes l'acceptent mieux, la vivent mieux. Donc on le reverra encore une fois, on en reparlera dans la vidéo consacrée à l'individu versus personne. Alors concernant la tâche, la reconnaissance du travail fait est importante, ainsi que les instructions à suivre pour y arriver. Des instructions insuffisantes qui manquent de clarté est source d'erreurs, de fatigue et de non-atteinte du résultat escompté. Pour la reconnaissance, il ne s'agit pas de dire bravo à chaque réalisation, mais trouver le moyen de le reconnaître comme par exemple le meilleur employé du mois, prévoir des primes de qualité, des primes de rendement, etc. Alors, quant à la relation avec l'environnement de travail, on sait que certaines conditions de travail sont insupportables, comme le bruit, le froid, la chaleur, les vibrations, l'humidité, trop ou pas assez de lumière, les risques accrus, la surpopulation, les heures de transport, l'incertitude, etc. Tout ça donc va influencer notre comportement. Relativement à l'organisation, pour ne citer que l'inégalité des salaires, des journées exténuantes, trop longues, des horaires de travail trop rigides, des journées de repos non planifiées, l'incertitude de garder son emploi, quand il n'y a pas de procédure. Donc tout ça va faire que nous allons avoir un comportement particulier. Alors, pour conclure, donc il revient certes aux responsables des ressources humaines d'observer, de relever les comportements des individus et d'abord de les situer par rapport aux 4 points de vue précédents, c'est-à-dire est-ce que c'est relatif à l'individu, est-ce que c'est relatif à la tâche, est-ce que c'est relatif à l'environnement ou à l'organisation, afin de trouver des solutions permettant l'augmentation de la rentabilité et le bien-être des travailleurs. Les actions correctives peuvent s'inscrire dans quelques idées que je vais vous donner. On peut diversifier les responsabilités en tenant compte de la diversité qui existe dans notre entreprise. On peut mettre en place un système personnalisé de valorisation des capacités et des compétences. On peut développer un code de conduite. On peut aussi faire remonter les opinions et avis à travers les enquêtes, les groupes de parole, etc. Je vous invite à écouter, réécouter cette vidéo et faire une fiche de cours donc de cette vidéo. Et je souhaite que vous travailliez sur les actions correctives que je viens de vous présenter, pour les détailler, c'est-à-dire essayer de trouver des actions correctives plus précises à nous proposer. Donc je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.